Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreuses et nombreuses chez Gary ce soir. Donc c'est bon, c'est un moment qui est un peu émouvant pour nous parce que ça nous renvoie 3 ans et demi en arrière quand on avait à peine démarré en fait cette librairie et que la première personne qui a accepté en voisin bienveillant de venir faire le libraire invité, donc pour la toute première fois en octobre 2011, c'était Claro. Et donc il y a pas mal de choses qui sont passées dans cette librairie depuis, et on s'est dit que c'était un chouette moment pour refaire l'exercice avec les mêmes livres. Donc, comme oui, voilà, j'ai repris les mêmes livres parce que j'avais gardé les fiches, je me suis dit que c'était quand même... donc voilà, ça nous fait très très plaisir, et voilà, donc de toute façon c'est une soirée où c'est le libraire invité qui parle et pas les... Voilà. Et bah ouais, non, merci à Hugues, Anaïs de m'avoir invité. C'est vrai que c'était en 2011, donc voilà, c'est la deuxième fois que je vais faire le libraire, donc je pense que c'est le CAP le plus pourri de la Terre quand même. Mais bon, il paraît que voilà, j'aurai le droit de faire des retours bientôt si je continue à persévérer dans cette voie un peu ingrate de la librairie. Donc voilà, la règle c'est qu'on choisit 7 livres. Au début on avait commencé par 10 livres quand je l'avais fait, j'étais un peu optimiste. Et c'est vrai que 10 livres en 1 heure c'était un peu costaud. Donc là on s'est dit on va plutôt faire 7 livres en 3 heures. Mais bon, on va essayer aussi d'être... Voilà, donc j'essaie d'imaginer un peu un parcours entre ces 7 livres qui ne sont pas vraiment des nouveautés, on va dire. Donc, je vous propose qu'on commence par une maison, par un écrivain qui achète une maison. S'appelle Marguerite Duras, et puis elle a commencé à vendre un petit peu des livres, donc elle a touché un peu de sous, et donc elle décide de s'isoler, Marguerite Duras. Elle visite des maisons, elle arrive à Neauphle-le-Château. Alors c'est Marguerite Duras, donc c'est assez rapide quand elle se décide, donc elle pousse un jour le portail d'une vieille bicoque comme ça, et à peine poussée, elle dit voilà, c'est l'endroit où je veux vivre. Alors elle sort sa liasse de billets, parce qu'elle paye en liquide, et elle achète la maison, et c'est à la fin des années 60, elle va y vivre à peu près 10 ans, parce que voilà, dans sa carrière, elle comprend qu'il faut s'isoler. Ça va donner un livre qui s'appelle Écrire, donc voilà, en folio, qui est en fait composé de plusieurs textes, dont un qui s'appelle Écrire et qui parle de cette maison, de cet espace d'écriture, et puis il y a aussi un très beau texte sur un jeune aviateur anglais. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au départ, c'est un documentaire, c'est-à-dire qu'elle est filmée, et elle parle comme ça, elle raconte ces choses-là. Bon, après, c'est mis en livre, donc on suppose qu'elle a quand même un peu rebossé, mais à la fois, c'est Duras, c'est-à-dire qu'on entend sa voix, c'est sa parole. Et Duras, quand elle parle, elle écrit en fait. Il y a toujours une présence de l'écriture quand elle parle. Et donc voilà, elle décide d'écrire. Et à la fois, elle décide de ne pas écrire. Et ce court texte, donc qui n'est pas du tout un mode d'emploi sur l'écriture, elle ne donne pas de conseils, c'est évidemment pas son style, c'est ce rapport entre qu'elle sent, qui est très fort pour elle, entre écrire et ne pas écrire. Et elle comprend bien que ne pas écrire, ça fait partie d'écrire. Donc ça paraît un peu étrange, mais c'est-à-dire qu'il faut se mettre en condition pour écrire un livre. Mais le problème, c'est que c'est pas juste on s'assoit devant une machine à écrire ou une feuille de papier pour écrire. Il faut que le livre vienne, qu'il monte, qu'il apparaisse. C'est un peu ce que Duras, donc c'est des petites notations, ça part un peu à droite et à gauche, mais elle essaie d'expliquer voilà, que le livre, elle le guette. Et elle espère que le livre la guette aussi. Donc il y a ce moment comme ça qui est avant la création, où elle est aussi dans la destruction, parce que c'est quand même une des quelques périodes de sa vie où elle buvait énormément, mais elle essaie d'être seule, des fois elle invite des gens, mais elle attend ce moment où le livre va arriver. Et pour elle, c'est chaque fois, on sent que c'est quelque chose de sauvage. C'est une expression qu'elle emploie, elle parle d'une espèce de sauvagerie d'avant la vie, elle dit, pour écrire. Donc elle se met dans des états, elle attend, elle s'isole, elle souffre aussi de la solitude, mais elle veut atteindre ce moment où le livre va lui sauter un peu à la gorge, comme un chien comme ça, veut dire maintenant il faut m'écrire. Et sans jamais avoir d'idées préconçues, c'est pas quelqu'un qui réfléchit comme ça, qui planifie, qui fait des plans. Elle attend que la nécessité de l'écriture
s'incarne, se matérialise dans un livre, et que des phrases apparaissent. Elle dit cette chose, moi, je trouve, elle dit, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Donc écrire. Mais écrire, c'est quoi? C'est écrire des livres encore inconnus de moi, et jamais encore décidés par moi, et jamais décidés par personne. Et voilà, il y a ce côté un peu frondeur comme ça chez Marguerite Duras, c'est que elle veut être étonnée par ce qu'elle écrit, elle veut être bouleversée par ce qu'elle écrit, et c'est pour ça aussi que ses livres peuvent étonner et bouleverser. Et donc le livre se présente voilà comme des petites impressions, des choses comme ça. Voilà, on sent bien que c'est un rendu d'une émission, mais c'est vraiment passionnant parce qu'il y a une sensibilité sur l'écriture qui est incroyable. Parce qu'elle se met du coup dans un état qui est incroyable. Elle a une petite maison, enfin c'est une espèce de cabanon qui est au bout du jardin, et elle y va un jour, et voilà, on peut imaginer fin d'après-midi, un petit rayon de soleil, et là il y a une mouche. Et les mouches vivent un peu moins que les écrivains, donc elle voit la mouche mourir. Et elle observe comme ça. Il y a 3 pages où elle décrit la mort d'une mouche. Et donc à la fois c'est complètement grotesque, parce que évidemment la mort d'une mouche c'est pas très spectaculaire, c'est quasiment invisible, etc. Mais elle est complètement entière dans la description de cette mouche. Après en plus elle a une copine qui arrive, et donc elle emmène sa copine, elle va lui montrer le cadavre. Et elle lui dit mais regarde, je l'ai vu mourir, etc. Et donc c'est ça qui est turbo chez Duras, c'est que des fois il y a un côté comique, un côté comme ça, parce qu'elle se mythologise elle-même, mais à la fois, quand on lit le passage, on comprend que il y a une mort, et elle arrive à voir l'idée comme ça, substantielle de la mort dans une mouche. Et après, on comprend évidemment que voilà, toute son œuvre, elle est aussi hantée par des morts, et pas que des morts de mouches. Enfin, voilà, c'est un texte que j'ai trouvé. Moi, je l'ai acheté parce que j'ai vu, je l'avais pas lu, puis ça s'appelle Écrire. Et ça, c'est vraiment Duras. Il y a qu'elle pour appeler un livre comme ça. Et c'est très beau sur cette idée de maison, cette idée d'espace, comment on la meuble, où est-ce qu'on se met pour écrire les rituels. Voilà, donc je trouvais que c'était une bonne base pour parler, on va le voir, de cette femme qui écrive. Il y a une autre citation que je voulais vous lire. Enfin, il y en a 2 en fait qui sont très importantes. Il y en a une qui peut servir peut-être de fil rouge pour la soirée, où elle dit: les hommes ne le supportent pas, une femme qui écrit. C'est cruel pour l'homme. Alors c'est pas une phrase sur laquelle on peut forcément réfléchir comme ça à froid, mais elle explique pas mal de choses. Et alors elle dit une autre phrase, alors c'est vraiment du Duras, c'est-à-dire qu'on la lit, la phrase peut paraître peut-être creuse ou débile ou je ne sais pas, enfin il y a un côté. Et à la fois moi je la trouve... je sens qu'elle a touché un truc qui est incroyable. Elle dit, tous les gens qui écrivent, à mon avis, peuvent comprendre cette chose étrange. Elle dit, écrire, c'est tenter de savoir ce qu'on écrirait si on écrivait. La première fois que je l'ai lu, je me suis dit, c'est bien, elle a fini la bouteille de blanc. Et à la fois, c'est exactement ça. C'est-à-dire que écrire, c'est pas juste avoir un projet, avoir une idée, un plan, une idée, des personnages, même une petite musique, c'est se mettre quand même en danger et aller vers un livre qui lui va se faire un peu, pas tout seul, mais pas forcément qu'on va contrôler. Donc il faut y aller, à un moment il faut y aller pour voir qu'est-ce qu'on aurait écrit si on écrivait. Voilà. Et donc ça s'appelle Écrire. Et évidemment, la vie de Duras est marquée par pas mal de drames, mais un des plus fondateurs peut-être pour elle, c'est à la fin de la guerre, quand elle retrouve Robert Antelme, son mari de l'époque, qui revient des camps, enfin qu'elle est même allée chercher à Ravensbrück pour le sauver après la libération, et dont elle va s'occuper pendant au moins 12 mois. Et voilà, et avoir un rapport quand même, parce que bon, c'est pas qu'elle avait collaboré avec Vichy, c'est un peu plus complexe que ça, mais enfin bon, elle a eu une vie, mais ce rapport avec ce corps, cette mort, parce qu'elle pensait qu'il était mort, a été fondateur. Et donc ça va nous permettre de passer à un deuxième livre qui est absolument extraordinaire, d'un auteur mais qui est absolument pas assez connu, une femme qui s'appelle Charlotte Delbo. Donc publié par les éditions de Minuit, ça s'appelle Aucun de nous ne reviendra.
dans un cycle qui s'appelle Auschwitz et après. En fait, il y a 3 volumes, on aurait pu prendre les 3. Voilà, j'ai choisi juste le premier par commodité. Et c'est intéressant parce que Charlotte Delbo, donc elle naît en 1913, elle est communiste, fille d'émigrés italiens. Et très vite, bon, avec la guerre, elle va entrer dans la résistance, se faire arrêter, son mari aussi, qui sera fusillé 1 an plus tard. Et elle partira dans un convoi un convoi des 230 femmes qui sont parties à Auschwitz, je crois que c'est en avril, enfin en tout cas en 1943. Il n'y a eu que 49 survivantes, dont elle, qui étaient libérées en 1945. Et c'était quasiment que des déportés femmes politiques. Enfin, c'était que des femmes et des déportés politiques. Et elle revient de là, donc elle sort en 1945, et en 1965, donc 20 ans plus tard, parce que la littérature de l'extermination, entre guillemets, souvent il y a des délais comme ça, on comprend très bien pourquoi. Elle sort ce livre-là, suivi après de 2 autres volumes, où elle va raconter Auschwitz. Et ce qui m'interroge, c'est pourquoi elle n'est pas connue. Pourquoi son livre n'est pas aussi, on va dire, connu que par exemple des textes de Primo Levi ou d'Elie Wiesel. Je pense que c'est parce que c'est une femme, je pense qu'il n'y a pas d'autre explication et je pense que c'est un peu ce qu'on peut dire pour tous les livres, hein, parce que Marguerite Duras n'était pas non plus gagnée pour elle. Et donc elle a été en fait très interpellée par la phrase d'Adorno où il dit que voilà, après Auschwitz il n'y a plus de poésie possible. Sauf qu'elle pense qu'effectivement la poésie n'est plus possible, elle est impossible, et parce qu'elle est impossible, elle est devenue plus que nécessaire. Et ce livre-là et les 2 autres volumes, voilà, sont constitués de tableaux, de fragments, où elle essaye, en variant la forme, parfois ça prend effectivement une disposition qui à l'œil correspond à un poème, de décrire voilà, l'indescriptible, le quotidien d'Auschwitz. Beaucoup des femmes, parce que c'est aussi là-dessus où on a le moins de littérature. Et surtout son travail, on le sent, il est très, comment dire, très aigu, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle arrive à redonner des sensations, qu'on arrive à nous communiquer des sensations, alors qu'elle explique que justement, ce qu'on sait, c'est que c'est une espèce d'extermination aussi de la sensation, qu'on ne sent plus rien, que voilà, il n'y a plus, enfin, à part la douleur, le froid. Donc effectivement, quand on lit des textes sur les camps de concentration, c'est triste à dire, mais c'est toujours la même chose. Forcément, puisque la part humaine a été réduite, massacrée, etc. Donc c'est toujours compliqué d'imaginer est-ce qu'on peut remettre de la forme, pas de l'esthétisme, mais de la forme, dans un récit. Il faut quand même qu'il y ait un récit, raconter des moments. Et bon, je ne lirai pas les passages parce que sinon on va tous s'effondrer lamentablement, mais c'est absolument prodigieux. Et heureusement, c'est un auteur, je crois, en partie grâce, c'est Valentine Gobi hein, qui s'en occupe, qui essaie de le faire éditer, qui essaie d'attirer l'attention, qu'on commence à un peu plus connaître. Mais voilà, le fait est que on a très peu entendu parler de Charlotte Delbo, mais c'est absolument incroyable. Et je vais vous lire, mais sinon je vais vous lire un passage quand même, parce qu'il n'y a aucune raison que vous en tiriez comme ça, qui est page 87. Donc c'est des courts chapitres, il y a toujours un titre qui est très important, celui-là s'appelle La nuit. Les pieuvres nous étreignaient de leurs muscles visqueux, et nous ne dégagions un bras que pour être étranglés, ES, par un tentacule qui s'enroulait autour du cou, serrait les vertèbres, les serrait à les craquer, les vertèbres, la trachée, l'ésophage, le larynx, le pharynx et tous ces conduits qu'il y a dans le cou, les serrait à les briser. Il fallait libérer la gorge, et pour se délivrer de l'étranglement, céder les bras, les jambes, la taille aux tentacules prenants, envahissants, qui se multipliaient sans fin, surgissaient de partout, tant innombrables qu'on était tenté d'abandonner la lutte et cette exténuante vigilance.
Les tentacules se déroulaient leurs menaces. La menace restait un long moment suspendue et nous étions là, hypnotisés, incapables de risquer une esquive en face de la bête qui s'abattait, s'entortillait, collait, broyait. Nous étions près de succomber quand nous avions soudain l'impression de nous éveiller. Ce ne sont pas des pieuvres, c'est la boue. Nous nageons dans la boue, une boue visqueuse, avec les tentacules inépuisables de ces vagues. C'est une mer de boue dans laquelle nous devons nager, nager à force, nager à épuisement, et nous essouffler à garder la tête au-dessus des tourbillons de fange. Nous sommes contractés de dégoût. La boue entre dans les yeux, dans le nez, dans la bouche, suffoque, et nous battons des bras pour essayer de reprendre aplomb dans cette boue qui nous enveloppe de ces bras de pieuvre. Et ce serait peu de nager dans la boue si nous n'étions obligés de porter des tragues remplies de mottes de terre, si pesantes que la charge entraîne irrémédiablement au fond. Voilà pourquoi la boue entre dans la gorge et dans les oreilles, gluantes, glacées. Bon, je continue pas. Mais cette boue, voilà, on va la retrouver dans un livre de façon très très différente, qui s'appelle Monologue de la boue, de Colette Mazabrar, qui est un livre donc paru chez Verdier assez récemment, et qui est un livre que j'ai vraiment aimé. En plus, c'est le texte m'est parvenu par une amie qui m'a dit voilà, cette femme a écrit ce texte, est-ce que tu peux le lire, donner un avis, donner un conseil en vue d'une publication. Et je le lis, je le trouve très beau, je le conseille à quelqu'un qui travaille aux éditions Verdier, et ils sont enthousiasmés, et ils le publient. Et donc ça m'a paru naturel de le mettre dans cette sélection. Et à la fois, je me suis dit, en fait c'est intéressant de le mettre dans cette sélection parce que j'ai beaucoup de mal à en parler. En gros, c'est le récit d'une femme, l'auteur, qui marche. Elle marche. Elle va dans le nord de la France, dans l'Est, elle est toute seule, voilà, une espèce de randonneuse ou une errante. Et son livre est voilà, des petits tableaux, des petites scènes pour essayer de décrire des paysages, des moments, rendre compte aussi des gens, les voix qu'elle entend, voilà, et tout le monde qui lui demande toujours, mais vous n'avez pas peur, vous, une femme, de vous trimballer comme ça seule dans la nature, donc elle dort dans les bois, donc c'est pas, et en fait c'est très difficile à raconter parce qu'évidemment tout repose sur l'écriture, parce que son problème c'est donc de comment dire des petits instants sans que ces instants deviennent trop petits ou trop grands, parce qu'il ne faut pas non plus magnifier les choses. Et donc elle a une écriture qui est complètement imbibée de rimbaldisme, de magie comme ça, tout est des petites épiphanies sur voilà, des odeurs. Et à la fois là, il y a un côté comme ça, devenir animal, qui est très étonnant. On a l'impression que des fois elle s'enfouit justement dans la boue, donc c'est une autre boue heureusement, au milieu des feuilles. Et je me dis voilà, en fait quand on est libraire c'est super dur parce que y a des bouquins, si je vous dis bon c'est génial, ils racontent une machine à remonter le temps, etc. Enfin, on peut toujours happer facilement l'auditeur, alors que là c'est des livres, on sent que c'est fin, c'est fragile, etc., qu'il faudrait en lire, mais peut-être même en lire suffirait pas. Comment donner enfin voilà, confiance au lecteur pour entrer dans ces livres-là, mais voilà, donc c'est pas que je peux pas en parler, mais c'est que je peux vous dire en revanche une citation qui explique un petit peu le livre. Elle dit à un moment travailler à affirmer la beauté. Et c'est voilà cette idée que non, je pourrais en lire effectivement, mais je vais lire en fait juste la première page, enfin, pas la première page, même la première ligne pour comprendre ce travail, mais très 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 précis. Alors elle fait une forme de distance parce que le livre est écrit à la deuxième personne du singulier, donc c'est tu fais ceci, tu fais cela, qui est un artifice littéraire qui est utilisé assez souvent et qui est très intéressant parce qu'à la fois il crée une distance, autodistanciation en tout cas, et à la fois il crée aussi une proximité. Il y a le tutoiement, il y a ce côté, mais bon, on sait bien qu'on ne s'adresse pas au lecteur, mais du coup ça fait toujours une vibration d'utiliser le tu. Dit tu songes au ciel et au labour gras devenu plomb noir, sous un vent auquel rien ne vient dresser obstacle. Du coin de grange, surplombant la cour intérieure d'une ferme où tu t'installes,
Tu entrevois le dos d'un vieux garçon voûté, en blouse bleue, qui pénètre dans une aile de ferme abandonnée aux poules, en pestant le guano. Tu as frappé contre un carreau pour prévenir la mère, en tablier à carreaux, que tu dormirais là. Tu étales la couverture du survie sur une paille maculée de fientes de pigeons, ça recoule, des poules viennent fouiller, glousser, gratter, la poussière de paille brûle tes narines. Voilà. Et des fois on a l'impression de... Ça me faisait penser, je sais pas, des premières photos de pardon. Voilà, il y a quelque chose comme ça de photographique, cette façon d'avancer au même rythme que les choses, même quand elles sont immobiles, d'être dedans. Donc Colette Mazabra. Alors là, j'avais une espèce de transition complètement artificielle. L'idée de passer de cette errance, c'est un peu comme un pèlerinage, ce qu'elle fait. Bah, après, évidemment, on apprend qu'il y a une rupture amoureuse derrière avec une autre femme qui l'a poussée à partir et à chercher quelque chose. Et cette errance, on peut... alors c'est pas un équivalent, mais il y a une errance des mots dans le livre donc, qui est notre 4e livre, dans ce petit livre de Maïs de Kerangal. En fait, j'ai essayé chaque fois de trouver peut-être ce qu'on peut appeler des livres mineurs ou des livres écartés, qui sont souvent des livres très intéressants où l'auteur, qui n'est pas forcément dans un projet qui lui prend 3 ans, va essayer autre chose et faire des choses intéressantes. Et ce petit livre s'appelle donc à ce stade de la nuit. Et il est absolument prodigieux parce que elle part d'un truc très simple. Donc on revient un petit peu en terre jurassienne. Elle est là, chez elle. Il y a sa lampe, sa table. Elle écoute la radio. Et c'est très étonnant parce que elle va parler de Lampedusa. Du mot en tout cas Lampedusa. Et on s'aperçoit qu'au début elle parle tout de suite de la lampe. C'est-à-dire que déjà le mot, elle est en train de le donner au lecteur pour qu'il... Voilà. En plus il y a une lumière douce, Lampedusa, enfin on peut entendre ça. Et elle apprend donc l'histoire de ce naufrage d'un bateau au large de l'île italienne de Lampedusa. Et ça va déclencher une série comme ça, en ricochet, de souvenirs, d'associations, et qui est à la fois la matière même du livre. C'est une façon de montrer aussi comment un livre peut se construire. Donc elle entend ça, et en fait en entendant l'information sur ce naufrage, elle entend ce mot de Lampedusa, et l'image qui monte à sa mémoire, c'est Burt Lancaster, évidemment, parce qu'elle se rappelle avoir vu le film de Visconti, le Guépard. Donc le film est de 63. Elle l'avait vu assez jeune, puis après elle le revoit. Et donc elle voit, elle laisse venir dans le livre Burt Lancaster. Elle reparle de la fameuse scène du bal qui est absolument incroyable. Je ne sais pas si des gens ont vu le Guépard, j'espère. Et après, au personnage le personnage incroyable du prince Salina, disparaît ce métamorphose, parce que c'est vraiment le livre des métamorphoses des noms, mais aussi des personnes, et il devient Ned Merrill. Et Ned Merrill, c'est le nom du personnage dans un film, je me rappelle, je crois que c'est Frank Perry, c'est ça, de 68, qui s'appelle The Swimmer, qui est un film qui n'est pas très très connu, qui est ressorti il y a quelques années, et qui est un film absolument incroyable, où Burt Lancaster joue le rôle principal. Il est quand même en maillot de bain pendant tout le film. Hein, c'est quand même plus intéressant que Tarzan. Et il va... Alors c'est pas en Californie en plus, je crois. Bref, c'est Los Angeles peut-être. Enfin bref, il va de villa en villa, comme ça, de piscine en piscine, hein, c'est que des piscines de riches, de ses amis, etc. Et donc c'est une espèce de parcours. Chaque fois il plonge un peu, il parle avec les gens, et on sent qu'il a un peu... il a un peu décroché, il a un peu pété un câble, voilà. Et donc cette image est en train de revenir d'un homme comme ça. Et après, Maïlis revient à la scène du bal. Et donc là, c'est génial parce qu'elle est très généreuse dans son livre. Elle nous montre comment vraiment le cerveau d'un écrivain fonctionne. Elle revient à la scène du bal et elle comprend que cette scène du bal est filmée par Visconti comme un naufrage. Donc, on revient évidemment
l'accident tragique du bateau qui a coulé, mais en étant passé évidemment par quelqu'un qui se noie lui-même dans son passé, qui passe son temps dans l'élément de l'eau, etc. Donc c'est un court texte comme ça, mais qui a un fonctionnement absolument impeccable. Et évidemment, comme il est question de film, là j'ai une transition toute faite pour vous parler du numéro 5, on avance, de Olivia Rosenthal, qui s'appelle « Ils ne sont pour rien dans mes larmes ». Alors pareil, même choix, au lieu de prendre un des livres, on va dire entre guillemets, plus majeurs, mais bon, est-ce que ça a une pertinence comme notion d'Olivia Rosenthal, j'ai choisi celui-là, pour dire aussi l'intérêt de ces petits livres mineurs qui ont l'air d'avoir un petit fonctionnement et de s'en servir comme ça sur 120 pages, c'est que pour les écrivains, c'est pas juste baisser la garde, écrire moins bien, faire un livre qui a l'air presque, qui peut être de commande d'ailleurs parfois, ou en tout cas être moins exigeant dans un projet porteur. C'est au contraire un moment de laboratoire très intéressant où l'écrivain peut tout d'un coup, peut-être parce qu'il se sent moins de pression, c'est des projets qui portent depuis moins longtemps, débloquer des choses, essayer, voilà. Et le livre d'Olivia est très simple, c'est elle imagine, je crois qu'il y a 14 petits micro-récits, micro-fictions, de gens qui vont s'exprimer sur un film, un peu comme si elle avait interrogé des gens, mais bon, ils parlent tous à peu près pareil, c'est vraiment Olivia Rosenthal qui écrit, qui est derrière, un film qui a changé leur vie. Et donc c'est un dispositif très simple. Qu'est-ce qu'il y a comme film? Ça commence par Vertigo, donc la personne qui parle va se rappeler qu'elle a une sœur qui s'est suicidée en se jetant dans le vide, donc elle pense au Vertigo. Il y a La Nuit américaine, il y a Il était une fois la Révolution, Rouge, 12 hommes en colère, L'Arbre au sabot, et je crois que le dernier c'est Les parapluies de Cherbourg. Donc chaque fois c'est un petit texte court où la personne elle parle du film, elle analyse un petit peu, et chaque fois elle redécale et elle parle de sa vie, elle balance un truc incroyable, que son père la battait ou que ceci, et en essayant de nous expliquer comment comment un film peut changer la vie, en tout cas s'inscrire dans la vie, permettre d'avancer ou de reculer. Chaque fois il y a des petites phrases comme ça qui sont des flèches, des indications. Elle dit le cinéma ouvre à une liberté qui est sans lieu, sans parole, sans voix. C'est un véritable espace intérieur. Ou alors, le cinéma nous évite d'éprouver quotidiennement le déclin du jour. Voilà, donc il y a un côté comme ça, faussement sociologique sur voilà, comme si on avait posé le magnéto, qu'on avait demandé à 14 personnes de dire quel film a changé leur vie. Et à la fois, voilà, c'est du Olivier Rosenthal, donc c'est impeccable. Elle a une écriture qui est toujours millimétrée, très simple, très balancée, très équilibrée pour dire parce que du coup elle s'attaque à un objet effectivement qui est visuel, et son but c'est pas de donner envie de voir le film, c'est pas de restituer forcément des scènes, c'est de montrer comment ces scènes justement ont infusé dans la vie des gens. Avec, pour ceux qui connaissent un peu Olivier Rosenthal, cette espèce d'obsession qui est chez chaque fois, c'est trouver des stratégies. Il faut trouver des stratégies pour s'en sortir, pour ne pas se faire piéger par la famille, par le couple, par la pression des amis, par des différentes histoires. Et c'est toujours, chaque fois, il y a un côté comme ça chez Olivier que j'aime beaucoup, c'est chaque fois un côté manuel de survie. Voilà, comment on va faire pour s'en sortir, etc. Alors là, il n'y a pas vraiment de transition. Donc le livre s'appelle Pas dans le cul aujourd'hui. C'est un titre, c'est pas une promesse ou une menace. De Yana Tcherna, qui avait déjà été publié il y a quelques années par un autre éditeur, enfin sous une autre forme. Alors Yana Tcherna, c'est la fille de Milena Jesenska, qui est la fameuse Milena de Kafka. Et en me disant que chaque fois, enfin même dans tous les articles on la présente comme ça évidemment, on aimerait peut-être qu'un jour on puisse dire Franz Kafka, qui ça, le fameux Franz de Milena, de pouvoir un peu inverser, mais bon, c'est pas encore gagné. Donc c'est la fille de cette Milena,
elle est quelqu'un de complètement anticonformiste, tchèque, vivant à Prague. Voilà. Et un jour, donc ce livre, c'est une lettre en fait. C'est une lettre qu'elle écrit à Egon Bondy, qui est une espèce de philosophe, poète de l'underground très important, en tout cas en République tchèque, qui avait même un groupe de rock. Et elle lui écrit une lettre, parce qu'il n'est pas là. Et cette lettre est incroyable, parce que vous voyez, c'est pas très très long, ça fait, je sais pas, une petite centaine de pages. Et là, on a vraiment un exemple, voilà, d'une femme complètement libre, sans aucune attache, sans aucune révérence pour rien. Bon, en plus, en vivant quand même dans un climat politique un peu sclérosant. Et donc elle dit, voilà, je me mets à ma machine à écrire, je vais t'écrire une lettre, je vais te dire des choses. Et c'est génial, quoi. Elle lui donne des conseils, elle le rassure, parce qu'il est toujours un peu embêté, il se dit, voilà, est-ce que je suis poète, est-ce que je suis philosophe, est-ce que je... Donc voilà, elle développe plein de théories pour lui expliquer que c'est très bien qu'il laisse vraiment la poésie phagocyter sa philosophie, etc. Et puis, plus ça va, plus on sent qu'elle est en train de dire c'est quand même bête que tu sois pas là, etc. Et à la page 58, donc on est à peu près au milieu, tout d'un coup elle passe complètement pas à autre chose, parce que justement elle explique que le désir sexuel charnel qu'elle a de lui comme ça vient de ce qu'il est, de son intelligence, de ses doutes, de ses peurs, de ses insécurités, de ses questionnements, et que elle considère, voilà, son désir sexuel de lui comme quelque chose qui n'est pas détaché du tout de ce qu'il est. Et elle fait quelque chose qui est très beau, elle tombe dans l'anaphore. C'est-à-dire que vous savez, quand on commence tout par la même formule. Et pendant au moins 30 pages, elle commence presque toutes ses phrases, ou en tout cas ses paragraphes. Pourquoi est-ce que tu n'es pas là pour pouvoir faire ça? Donc on va quand même pas se priver d'en lire un petit peu. Et ça arrive très, très brutalement, donc on suppose qu'elle a fait une petite pause peut-être pour manger un truc, ou voilà, puis elle revient à son clavier, tout d'un coup elle lâche le truc. S'il te plaît, c'est quoi cette bêtise? Pourquoi n'es-tu pas là? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Que je ne puisse pas t'embrasser maintenant, que je ne puisse pas m'étendre près de toi, te caresser, t'exciter et m'exciter par toi, que je ne puisse pas te sucer jusqu'à l'orgasme et te sentir entre mes jambes et rire ensuite avec toi, parce que ta barbe empeste au point de donner une érection au contrôleur du tram qui poinçonnera ton billet, que je ne puisse pas livrer tout mon corps à ta dévastation, à commencer par mes nichons et ma chatte et jusqu'à mon cul pour que tu les baises et les rebaises, et puis te forcer de ma langue artistiquement plongée dans ton cul, c'est quand même incroyable ça, à balancer ta sauce, le visage tordu par le spasme. Pourquoi est-ce que je ne peux pas te sentir en moi, presque immobile dans une tendresse poignante, érotique, au point d'être sentimentale? Que je ne peux pas coincer ta queue entre mes nichons et les essuyer ensuite toute fière, plein de sperme visqueux. Voilà, donc ça continue comme ça. Pendant... Et ce qui a... J'ai lu plusieurs fois, parce que le sujet m'intéresse. Et on sent quelque chose, parce que quand même elle explique qu'elle est... Enfin, elle se fout de tout un petit peu, je peux noter la phrase. Et au bout d'un moment, on se dit, en fait, c'est très très beau, parce que c'est une super belle déclaration d'amour, de désir en tout cas. Mais elle acte les choses, quand même, en les disant. On sent qu'elle prend son pied en les écrivant. Et quelque part, il y a aussi le message, peut-être, qui est adressé à Egon Bondy, ou en tout cas à l'homme derrière Egon Bondy. C'est, enfin, tu vois, finalement, j'ai pas forcément besoin de toi. Voilà, la littérature m'offre, en tout cas, c'est une possibilité d'acter comme ça le désir, etc. Puis après, elle revient des fois à d'autres sujets, etc. Mais c'est une lettre qui est très très forte, quoi. Je sais pas. Où elle se complaît aussi dans une espèce de dépendance, de dépendance amoureuse, mais pas du tout comme en disant voilà, je suis ta chose, ton esclave, etc. Oui, c'est que elle est surtout dépendante de l'intelligence d'un rapport sexuel. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Alors, dépendance, on va passer au dernier livre qui s'appelle Lithium pour m'aider, écrit par un auteur américain qui s'appelle Kate Braverman, publié aux éditions Quidam. On rappellera après éventuellement les éditions, enfin bon, les livres sont là, dont les éditions Quidam ont publié récemment
elle n'a pas écrit énormément, et donc il y a un recueil aussi de nouvelles qui est absolument extraordinaire, qui est sorti. Un recueil extraordinaire. Je commence à parler comme un libraire. Et Lithium pour m'aider, c'est en gros, voilà, l'histoire d'une femme qui a du mal un peu à s'en sortir, qui a une mère, mais enfin, bon, je sais pas si vous avez des mères, mais on en connaît des comme ça qui lui reprochent en permanence d'avoir sacrifié. Elle a sacrifié sa jeunesse pour s'occuper de sa fille, donc on sent bien qu'elle ne s'est jamais occupée de sa fille non plus. Donc elle lui reproche en permanence, c'est même plus castratrice à ce niveau-là, c'est au-delà. Son père, lui, il est juste en train de mourir d'un cancer et ça le réjouit très moyennement. Elle a le chic pour se mettre avec des clampins, mais pas possible, donc elle a trouvé un premier mec, mais qui est un trekkie, c'est-à-dire un fan de Star Trek, et qui peut regarder Star Trek pour la 11e fois. Donc elle dit, on l'a déjà vu quand même cet épisode, mais non, on le regarde encore, etc. Et qui, voilà, enfin, son amour de Star Trek l'a poussé aux extrêmes limites de tous les gens qui sont fans de Star Trek, c'est qu'il est devenu impuissant sexuellement. Donc elle le quitte, et là, évidemment, elle tombe dans pas dire de Caribe dans Scylla parce que je sais que ce sont des lieux sacrés ici, mais lui c'est pire, il est artiste, cocaïnomane et manipulateur, et donc voilà. Mais bon, ça c'est juste l'histoire de Kate Braverman. Mais ce qui est absolument génial, parce que voilà, des fois on parle de livres cultes. Alors je pense on va vous dire par exemple L'Attrape-Cœur est un livre culte. Bon, déjà ça devrait s'appeler L'Attrape-Nigo si on était correct. Et c'est-à-dire que c'est des livres qui sont cultes parce que tout le monde a dit qu'ils étaient cultes. Mais bon, je suis désolé, quand on l'ouvre, je vois rien de culte à l'intérieur. Mais il y a des livres comme ça qui sont cultes, c'est-à-dire que c'est des livres, vous les ouvrez à n'importe quel endroit, et tout d'un coup, ça explose. C'est magnifique. C'est rare, c'est pas une garantie, hein, on ne demande pas à un livre d'être intense à 100% sur 200, 300, 400 pages, mais voilà. Je pensais à un livre que j'ai préfacé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Aventure dans l'irréalité immédiate, de Max Blecker. Ça, c'est un livre culte aussi. C'est un livre où... Alors, je me disais, bon, il faut en lire des passages. Donc, je cherchais des passages, et je me suis dit, en fait, c'est vraiment pas la peine. C'est-à-dire que partout où on l'ouvre, Kate Braverman, elle est à fond. Donc, qu'elle décrive un geste, un moment... Elle est peintre, je crois qu'elle peint d'ailleurs en plus. Les couleurs sont hyper importantes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... alors, il y a une couleur qui est très importante chez Braverman, c'est le bleu. Hein. D'ailleurs, ce livre s'appelle Bleu éperdument. Et au bout d'un moment, vous le voyez, le bleu de Braverman, comme on voit le bleu de Klein, il y a le bleu de Braverman. C'est quelqu'un qui est comme ça dans les touches, qui a toujours des visions. Et donc, je pense qu'en fait, on peut l'ouvrir n'importe où. On peut lire à chaque fois un passage. Et c'est incroyable. Bon, alors... c'est un peu une descente aux enfers, hein, quand même. Tu m'as manqué, oui, a dit ma voix. Ma voix était vent. Ma voix avait la teinte brune et sombre de la terre fraîchement labourée. J'étais l'odeur du pain bis frais et fumant sur une étagère en bois. Mes cheveux étaient mouillés. Jason a tiré mes cheveux comme s'il avait tiré sur une corde, violemment, faisant basculer ma tête vers l'arrière. Et voilà, j'étais cheval. Il me montait. Je respirais par la bouche. Dis-moi combien je t'ai manqué, a dit Jason, cajoleur. Il tenait ma taille, mon front était pressé contre le carrelage, ma bouche était ouverte. J'ai essayé de parler, mais ma bouche n'a fait que boire la nuit. J'étais rivière en crue, traversant l'œil de la falaise. Le ciel était vide. Jason descendait en chute libre. J'attendais. Son parachute a déployé ses voilures rouges et magenta, pétales gigantesques descendant en volute. Il était lave. Je me transmuais en fil d'or délicat. Il respirait, poussait derrière moi. Son souffle était le vent de la fin mai. Un vent imprégné de fraises, de cerises, toutes ces langues roses perçant le flanc des collines. Jason était l'otage, pressant, poussant, électrique. Voilà, et je l'ai ouvert au hasard. Alors c'est rigolo, en plus c'est le passage que je voulais vous lire. Je pense que le livre c'est le passage que j'aime, mais vous pouvez l'ouvrir n'importe où, c'est absolument magnifique. Moi je l'avais lu à sa parution en traduction, qui est super bien traduit par Françoise Marel. C'était sorti en 2006 chez Quidam, donc voilà, je l'ai relu quelques années après, et c'est chaque fois c'est le même choc. C'est vraiment voilà. Donc si vraiment vous repartez les mains vides, c'est qu'il y a un problème. Et donc voilà, on a fait le tour. Et effectivement, c'était 7 livres de femmes. Et
quand je me suis penché sur la question, je me suis aperçu d'un truc assez intéressant. Je vais pas épiloguer pendant des heures, hein, mais c'est qu'il y a une page Wikipédia sur les femmes écrivains. Donc c'est utile, c'est bien, peut-être. À la fois, il n'y a pas évidemment de page Wikipédia sur les hommes écrivains. Voilà. Et je ne sais même pas quoi en penser, mais c'est un fait en tout cas. Voilà. Mais là, vous avez cette femme, franchement, où tout est dit dans le courage, de travailler une forme. Voilà, c'est quand même, c'est pas fréquent en littérature. Voilà, je vous remercie. Il y a une tradition qu'on conclut en fait en disant quelques mots sur finalement pourquoi on a invité une personne à faire le livre invité. Donc en fait pourquoi dans ces librairies on aime bien, vraiment beaucoup ce que fait Claro. Donc je vais essayer, je vais essayer de pas faire trop longtemps, mais Si. non mais je vais parler en fait de quelques livres de Claro parce que je pense que la grande majorité d'entre vous non seulement les connaissent mais les ont tous lus. Je pense que la totalité de mes libraires est là ce soir. Mes libraires. Voilà. Comme ça c'est clair au moins. Si c'est pas le cas, il faudra y remédier. Mais donc je voulais dire quelques mots. Alors on va parler un petit peu plus d'un livre qui est sorti tout récemment qui s'appelle Dans la queue le venin, et qui résonnera certainement avec des choses qui ont été dites à l'instant. Mais je vais simplement dire un mot sur quelques livres plus anciens. Donc moi un livre que j'aime énormément parce que je trouve que c'est un petit peu où on pose en fait les bases d'un projet littéraire qui est à la fois formidablement ambitieux et qui est extrêmement habile, c'est Livre 19, donc qui est chez Vertical. Et Livre 19, c'est vraiment une façon d'inventer à partir de vignettes, de choses qu'on pourrait croire anecdotiques. On parlera d'attentats, on parlera des débuts de la photographie et du cinéma, d'une certaine naissance de l'industrie du divertissement courant du 19e siècle, d'anarchisme, de mouvements politiques. Et ces vignettes, il y a une façon de les tordre pour ensuite les faire résonner les unes avec les autres, faire qu'elles se superposent partiellement, et pour en fait écrire le 19e siècle en un seul livre, sans que ce soit un livre d'histoire. Au contraire, c'est un livre qui est saisissant d'intensité, et par des endroits très inattendus. Et moi, je trouve que c'est un peu une marque de fabrique de ce que fait Claro, c'est qu'il y a toujours un projet formidablement ambitieux, et ensuite qui est servi par une écriture que ceux qui l'ont lu connaissent, qui est d'une précision, et d'une intensité qui est assez rare. Il ne faut pas que je parle trop comme un libraire, comme tu disais, donc je ne sais pas vous aller trop extraordinaire à chaque fois, mais c'est quand même ça. Donc un autre, alors que je vais citer, parce qu'il y a à chaque fois un projet qui est inattendu. Bunker Anatomy, vous prenez un tireur d'élite sur un village de Normandie où il y a un vieux bunker de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis voilà. Et puis là, vous projetez Méduse, celle avec les serpents dans les cheveux, et puis vous voyez ce qui peut sortir de ce rapprochement, alors là complètement inattendu, qui est vraiment, que Lautréamont n'aurait pas osé faire, quoi. Et il en sort quelque chose d'extrêmement puissant. Je crois que la Méduse elle-même, et là on retrouve une chose qu'on a presque toujours, et qui est une façon de jouer sur les mots. La Méduse, c'est la Méduse mythologique, mais c'est aussi la Méduse qui est dans la mer, et pour laquelle on a une étude zoologique extrêmement approfondie, qui est glissée en fait subtilement dans ce livre. Voilà, après, je ne vais pas parler de tous parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Une facette qui est très importante pour moi pour apprécier tout ce que fait Claro, et en même temps c'est ce genre de livre un peu maudit, parce que quand vous lisez, je vais parler de Cannibal Lecter, quand vous lisez Cannibal Lecter, vous en sortez avec 25 livres de plus à lire, parce que c'est un travail de critique, c'est absolument passionnant. Donc soit il y a une quarantaine d'auteurs qui sont aimés, appréciés, et puis donc Claro explique pourquoi il les aime, pourquoi ils sont intéressants, qu'est-ce qu'il y a dedans, pour comment ça résonne avec ses préoccupations. Il y a une petite quinzaine d'auteurs qui, eux, sont franchement assassinés, froidement. Non, massacrés. Massacrés, voilà. Mais c'est extrêmement intéressant aussi, parce que non seulement c'est très drôle, mais moi je trouve que c'est une chose importante. Souvent dans les questions, quand on émet des critiques, on dit ouais c'est pas bien, les livres qui sont mauvais, il faut juste pas en parler, il faut faire que des critiques positives. Et en fait, à la longue, d'une part, c'est complètement hypocrite. D'autre part, pour sentir finalement, ou pour pouvoir expliciter ce qu'est un bon livre, ou un livre plaisant, ou un livre intéressant, il faut bien dire un peu ce que c'est un mauvais livre, ou un livre complètement inutile, ou un livre qui prend de la place sur des étagères et qui sert à rien, quoi. Ou un bouquin de Funkinos. Pas forcément. Oui, je voulais pas citer, non, ils y sont tous dedans. Mais alors, donc c'est un livre qui est vraiment passionnant, Cannibal Lecter.
Donc on en sort effectivement avec une liste d'auteurs. Alors soit on les connaît déjà et on est surpris parce qu'il y a une façon d'en parler, enfin qui est, on se dit ah il y avait ça aussi, je l'avais pas vu, enfin c'est vraiment passionnant. Puis il y a les auteurs qu'on ne connaît pas encore et on se dit bon on va les lire. Et alors moi c'était la première fois que je tombais sur un travail qui est un travail de critique et où à la fin on a l'impression d'avoir lu un grand poème en prose un peu épique, alors même que c'est de la critique, mais c'est d'une écriture voilà, où il y a de la poésie dans la façon de parler d'auteurs, de livres. C'est quand même très étonnant. Je vais dire un mot sur... ouais, c'est peut-être mon préféré, donc je vais dire un mot sur Cosmos. Cosmos, il est sorti en 2010. D'une certaine façon, c'est un peu la suite de Livre 19. C'est que là où le Livre 19 s'arrêtait vers 1885-1890, Cosmos prend le relais, démarre en 1900, parce qu'en 1900, donc c'est le début du XXe siècle, et il y a un ouvrage qui peut sembler anodin, enfin en Europe, c'est un peu différent, mais qui est un ouvrage fondamental pour l'envol de la culture américaine dans le monde, qui est Le Magicien d'Oz, donc qui est écrit en 1900, et dont les figures, alors au départ c'est la littérature pour les enfants, c'est une littérature enfantine, puis ça diffuse dans toute la société. Le film en 1939, non seulement est un grand succès, mais ensuite, quand il est repris à la télévision, donc dans la fin des années 50, ça devient, jusqu'en 1990, le film le plus connu des Américains. Donc c'est vraiment et c'est une mythologie qui a été créée de toutes pièces en 1900. C'est pas un démarquage d'un mythe antique, même si après on peut faire de l'exégèse, y trouver plein de choses. Si Paco Michelman était là, il expliquerait toutes les racines du Magicien d'Oz, mais... S'il était là, on le saurait déjà. Et moi, ce que j'ai trouvé fantastique, justement, c'est que c'est pas du tout une exégèse du Magicien d'Oz, Cosmos, c'est complètement autre chose. C'est que les personnages du conte vont par un mystère un peu alchimique, dans lequel il y a une tornade, évidemment, donc comme au début, le conte qui joue un rôle essentiel, vont être projetés, donc soit leur double, soit une personne réelle, physique, qui correspond en fait à ça, et vont se retrouver dans le vrai monde. Et vont aller collecter pendant tout le roman en fait les pièces qui donnent son vrai sens au Magicien d'Oz, qui font que c'est pas juste une histoire avec des gens qui vous laissent trouver un cœur et un cerveau et puis battre une sorcière de l'Ouest. Mais c'est en fait tout le premier XXe siècle, enfin ce qu'on peut appeler le premier XXe siècle, ce qui va jusque vers 1955-1960, qui va s'insérer dans le truc, avec des choses qui vont être choses qui sont certaines évidemment massivement connues, massivement emblématiques de ce qu'est cette période, donc les camps d'extermination nazis, l'invention de la bombe nucléaire, qui sont des choses puis des choses qui sont moins connues mais qui jouent un rôle énorme dans tout ça, qui sont notamment tout ce qui est l'eugénisme en fait, dont on sait qu'il mène à un paquet de l'idéologie nazie, mais qui était très très présent aux États-Unis en fait dans les années 20 et dans les années 30 et avant, avec une vision hygiénique de la société, d'éliminer en fait tout ce qui gêne. Et c'est pas un hasard si les personnages de Cosmos, les Munchkin en fait du Magicien d'Oz, deviennent des nains de cirque. Et là on va retrouver Todd Browning, Fricks, La Grande Parade, enfin toutes ces choses-là qui sont des éléments forts de la culture populaire et qui portent un regard assez bizarre en fait sur le XXe siècle et qui l'explicitent beaucoup plus qu'une histoire officielle. Et donc c'est... Puis après chaque phrase, chaque mot, là il y a une magie de forcer le sens des mots qui font qu'il y a presque aucun mot qui n'a qu'un seul sens en fait dans l'écriture de Cosmos. À chaque fois il y a des niveaux à l'intérieur, quelque chose qu'on retrouvera dans tous les Diamants du ciel, pour arriver à faire tenir dans une baguette croustillante évidemment une expérience psychédélique, mais aussi de l'espionnage, mais aussi du sexe, et faire tenir tout ça dans une baguette, ça demande un peu de... Essayez de faire tenir du sexe dans une baguette. Essayez. C'est pas facile. Hugues a essayé, il nous en parlera tout à l'heure. Donc, et on va arriver donc dans la queue de venin. La queue de venin, j'ai beaucoup aimé. Alors il est là, il est jaune, il est assez... Je vais refaire comme Anaïs. Donc dans la queue de venin, pour moi, c'est trois choses. Il est jaune, je pense que tu as tout dit. Hein. D'abord, c'est un conte érotique. Et moi je suis très admiratif parce que je trouve que c'est pas du tout évident à écrire un conte érotique, parce qu'on peut vite tomber dans un truc qui est soit très mièvre, soit qui est très con. Au début c'était 50 nuances de jaune. J'ai oublié de changer. Mais... Tu as remarqué que moi je cite pas d'exemple négatif. C'est pour ça que je le fais. Et donc c'est un conte érotique qui est vraiment très réussi parce que c'est beau, c'est chouette, c'est entraînant, c'est léger. Mais juste collé à ce conte érotique, il y a justement le choix d'un personnage féminin extrêmement justement libre, avec
un côté farceur, drôle, même léger, mais à l'extrême, et qui finalement mène sa vie, décide d'aller retrouver un amant à Istanbul. Elle est peut-être même pas dupe du fait qu'elle le trouvera ou pas, cet amant, ça n'a aucune importance. Non, j'ai demandé, elle est pas dupe. J'ai vérifié. Ah mais là tu racontes tout. Je fais bien attention de pas faire de spoiler. Ouais. Donc on dit pas qu'il baise et tout, on dit rien. Bah là je dis conte érotique, on s'en doute un peu quand même. Bon, enfin oui, alors, conte pornographique, hein, si on peut être sûr. Mais la troisième chose que moi j'ai trouvé complètement saisissante du début à la fin, c'est qu'il y a une façon de jouer. Justement, quand on se dit, bon, on va parler de relations amoureuses, de sexe et de tourisme aussi. De découvrir la ville d'Istanbul avec tous les clichés qui peuvent être associés à ça. Dans les trois cas, il y a des masses de clichés, de métaphores automatiques, de mots qu'on a entendus 100 000 fois. Et là, il y a vraiment un travail qui est fait, c'est que la moindre métaphore, le moindre cliché, Claro le prend, il vous dit, ah, vous croyez que ça va être ça, et en fait, c'est complètement autre chose. Et il y a une façon de tordre les mots et de leur faire exprimer, justement, que même dans quelque chose qui a l'apparence de l'user, en se forçant un peu et en essayant d'être un peu joueur, on arrive à faire surgir des choses nouvelles, belles et captivantes. Voilà, donc c'est un livre en fait qui est pas du tout un petit livre jaune, qui est un grand livre en fait sous son air un peu mince. Voilà. Et voilà, donc en fait, achetez-le, puis profitez que Claro est là, comme ça vous pouvez lui en faire signer 7 ou 8 si vous n'avez pas déjà. Vous pouvez les offrir aussi, enfin, faut jamais oublier. Voilà, donc merci. Merci.